Bonjour à toutes et à tous. Chaque jour, des milliers d'articles scientifiques paraissent dans le monde. Mais combien sont réellement lus? Combien sont fiables? La course à la publication, amplifiée par le modèle auteur-payeur, a bouleversé le paysage scientifique. Elle a aussi ouvert la porte à des pratiques aléatoires, revues non recommandées ou prédatrices, usines à articles scientifiques ou paper mills, citations artificielles, signatures en vente libre. Ces dérives ne sont pas des accidents. Elles sont le reflet d'un système qui valorise le volume plutôt que la valeur. Pourtant, l'intégrité scientifique doit rester notre boussole. Et beaucoup de chercheurs, d'institutions et d'éditeurs s'efforcent de remettre la science sur ses rails. C'est tout l'enjeu de notre webinaire, réfléchir ensemble à ce que publier veut dire et à comment, en 2025, on peut concilier exigence, éthique et visibilité. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire avec la professeure Aurélie Well, membre de la sous-section 4801 d'anesthésie-réanimation, que j'ai le plaisir de présider. Aurélie. Merci beaucoup Benoît. Et donc on va commencer cette présentation par le professeur Marc Samama, PUPH en anesthésie-réanimation, qui a deux particularités notables pour être avec nous aujourd'hui. La première est d'avoir été directeur en chef de l'EJA et d'être directeur de l'Office de l'intégrité scientifique de l'AP-HP. Marc, merci beaucoup de te joindre à nous pour aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un honneur de participer à ce webinaire CNU-SFAR. On va parler de surpublication, de revues non recommandées et d'intégrité. Je n'ai pas de lien d'intérêt en dehors du fait que je suis l'ancien éditeur en chef de l'European Journal of Anesthesiology, impact factor 6,8, et du nouveau European Journal of Anesthesiology and Intensive Care, qui est le journal en open access. Vous avez peut-être vu passer en juillet 2025 ce papier dans Le Monde, sur le monde des revues scientifiques au bord de l'asphyxie. Ce papier disait bien qu'il y avait plus de 3 millions d'articles qui étaient publiés chaque année dans les revues scientifiques et que les chercheurs étaient, comme vous le savez, incités à les multiplier pour se distinguer. Alors, ça génère beaucoup d'argent et dans ce même article, j'ai extrait quelques graphiques. Vous voyez que les principaux éditeurs, qui sont Elsevier, MDPI ou Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Springer, Frontiers, Nature Publishing Group, Indawi et la Public Library of Science, affichent des montants absolument considérables en milliers de dollars. Et vous voyez que le premier éditeur, bien sûr, c'est Elsevier, mais que juste derrière, avec la courbe rouge ascendante, c'est MDPI, et avec une ascension qui est fulgurante, de même que celle de Frontiers en orange, qui aboutit à 113,6. Tout ça, ça génère beaucoup de milliards de dollars. Et vous voyez que là aussi, on a doublé, voire multiplié par 2,5 les montants simplement entre 2019 et 2023. Donc l'enjeu est essentiellement financier. On se demande ce que la science fait là-dedans. Et la science joue quand même un rôle parce que le nombre de rétractions a augmenté, mais là aussi elle est exponentielle. Si le chiffre de 2024 est moins important, c'est simplement que l'année n'était pas complète au moment où on a fait les comptes. Il est très probable qu'il sera aux alentours de 20 000. Et ça, on doit ses sources à Hochstein, Hanson et Retraction Watch. Et je vous recommande d'aller sur le site de Retraction Watch. Alors, il y a quelques années, dans l'European Journal of Anesthesiology, nous avions publié un papier d'une équipe française de Sacha Rosenzweig, Nathan Pfeffer-Smadja, Arthur James et Eli Cantor, qui essayaient de donner des recommandations vis-à-vis des revues dans lesquelles on pouvait publier. Donc discuter avec vos collègues, essayer de ne pas répondre aux demandes non sollicitées, essayer de suivre le lien Think, Check and Submit pour essayer d'identifier les journaux de confiance, reconnaître ces journaux dans des databases qui étaient connues et ensuite éventuellement s'adresser à des listes blanches. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a de très nombreux journaux qui apparaissent et qui disparaissent, comme par exemple ces deux-là. Moi, je suis dans le métier depuis plus de 40 ans et ce sont des journaux dont je n'avais jamais entendu parler. L'International Journal of Medical Anesthesiology ou l'International Journal of Anesthesia and Critical Care. Et un jour, lors d'un journal club dans mon service à l'hôpital Cochin, un jeune interne a cité ce journal Anesthesian Clinical Research. Alors moi, je ne connaissais pas ce journal. L'étude qu'il citait
avait l'air un petit peu vaseuse, mais enfin il y avait quand même pas mal de patients. Et je suis allé sur le site de ce journal et j'ai vu qu'il y avait dans l'editorial board des gens extrêmement connus. Michael Ramsey est quelqu'un de très connu dans le monde de l'anesthésie-réanimation, mais vous pouvez voir aussi Alparslan Turan, qui est l'éditeur en chef à la Cleveland Clinic du Journal of Clinical Anesthesia, donc des gens très connus. Et il y avait même le professeur Dan Longroy, qui est un de nos collègues, qui est à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, et que donc j'ai appelé. Et je lui ai dit « Mais pourquoi es-tu dans ce journal non recommandé ?» Et il m'a répondu qu'il ne savait pas qu'il était dans l'éditorial board de ce journal non recommandé, comme probablement tous les autres membres de ce journal. Alors, on arrive à des sollicitations, voilà une des dernières que j'ai reçues le 23 octobre dernier, un journal, l'Annals of Clinical Case Report, avec un impact factor de 5,253. Vous voyez qu'il y a une petite astérix après le 3. Ils sont indexés dans un certain nombre de sites, Google Scholar, Crossref, etc. Mais il faut surtout regarder ce qui n'existe pas dans ces sites, c'est-à-dire PubMed et Medline. Et je ne sais pas comment ils peuvent avoir un impact factor quand on n'est pas référencé dans PubMed et dans Medline. Mais sachez que 20% de ces revues douteuses sont indexées dans PubMed. Toutes ces indexations sont fausses probablement et l'impact factor doit être probablement faux également. Alors, contre ça, il y a une liste qui a été initiée par Sorbonne Université et entérinée par la conférence des doyens et le CNU Santé, et gérée par le professeur Christian Fink-Brentano à Sorbonne Université. Il est le RIS délégué de Sorbonne Université. Vous avez le mail de cette liste, qui est la liste des revues recommandables ou des revues honorables. Et il y a un groupe de travail national qui a été mis en place, qui vient de différentes spécialités. Vous voyez, il y a biochimie, documentalisme, rhumatologie, hématologie. Ce groupe est dirigé par Christian Fink-Brentano et j'ai l'honneur d'y participer au titre de l'anesthésie-réanimation. Il y a 3400 revues qui sont honorables ou recommandables. Ne pas être dans cette liste ne veut pas dire qu'on est une revue non recommandable, ça veut dire simplement qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'intérêt pour l'évaluation du chercheur. Tous les 3 mois, cette liste est mise à jour sur un tableau à l'honneur d'y participer au titre de l'anesthésie-réanimation. Il y a 3400 revues qui sont honorables ou recommandables. Ne pas être dans cette liste ne veut pas dire qu'on est une revue non recommandable, ça veut dire simplement qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'intérêt pour l'évaluation du chercheur. Tous les 3 mois, cette liste est mise à jour sur un tableur Excel qui est public. Alors, c'est une façon de lutter contre les revues non recommandables, mais comme les voleurs et la police, on est toujours en retard d'un combat. Un préprint qui est sorti récemment sur l'achat de journaux. Et regardez ce que j'avais reçu, moi, en tant qu'éditeur en chef de l'European Journal. C'est un mail qui me venait de Singapour et qui me proposait d'acheter l'European Journal qui ne m'appartenait pas, malheureusement, à 500 000 euros, 500 000 $, pardon. J'aurais peut-être dû dire oui, mais comme le journal appartenait à la Société européenne d'anesthésie et réanimation, je me suis dit que ça m'occasionnerait un certain nombre de soucis quand même. Donc voilà une première démarche. Celle-là, elle est un peu caricaturale, mais il y en a qui sont un tout petit peu plus avancées. Voilà un mail que j'avais reçu d'un éditeur de Frontiers qui remarquait que l'European Journal était un bon journal et que Frontiers aimerait bien collaborer avec nous et nous aider à nous développer ce dont nous n'avons pas besoin. Mais il y a bien pire que ça. Et dans ce papier cité dans la newsletter d'Hervé Maisonneuve, et je vais citer cette newsletter une deuxième reprise tout à l'heure, on fait référence à cet article de Science qui est sorti, je crois, en février 2024 et qui montrait le nombre de rétractions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et le nombre d'usines à papier, le nombre d'articles publiés par ces usines, mais qui pour la première fois citait l'achat d'éditeurs dans des revues avec pignon sur rue, tout à fait respectable, achat qui pouvait aller jusqu'à 20 000 $ par éditeur pour publier des articles. Et figurez-vous que pas plus tard que la semaine dernière, mon successeur, le professeur Marc Van de Velde à l'EJA, a reçu une lettre très claire, un email totalement transparent, vous voyez c'est le 30 octobre, pour un de ses clients
selon l'auteur, qui est intéressé à publier dans le JA, et que si on acceptait sa publication, eh bien Mark Van de Velde recevrait 4 000 $. Là aussi, Mark Van de Velde nous a demandé, mais on lui a dit non, donc a priori, il n'était pas très demandeur. Alors on en est là, et c'est extrêmement inquiétant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? L'Assistance publique Hôpitaux de Paris, pour la première fois en France, est le premier CHU à avoir monté un office de l'intégrité scientifique. Chaque CHU est un référent intégrité scientifique, mais un office tel quel, avec une vingtaine de participants et des actions, des publications, des webinaires, c'est la première fois que ça existe. Nous avons une adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire si vous avez quelque chose à signaler. Mais là aussi, on est un tout petit peu démunis. Voilà un exemple qui nous a été soumis à l'Office d'intégrité scientifique. En haut, vous avez un papier qui a été publié dans l'European Journal of Cardiothoracic Surgery par Briac Thierry, qui est vice-président de la commission recherche de la commission médicale d'établissement de la PHP. C'est un professeur, chercheur à l'hôpital Necker en ORL. Et il avait fait un travail sur le remplacement de la trachée chez des enfants. Et c'est une revue systématique qui incluait 37 cas cliniques, dont sa série à lui. Et donc, comme ce papier est publié, il reçoit à juste titre une demande de review pour un autre journal qui a pignon sur rue, Ear, Nose and Throat Journal, et qui traite du même sujet. Donc, Briac accepte le sujet. Mais quand il regarde l'article, quand il le découvre, il va découvrir quelque chose qui ne lui plaît pas du tout. Voilà la figure originale de Briac et voilà la figure qu'on retrouve dans l'article. Vous voyez que ce n'est même pas de la copie, c'est extraordinaire. Les couleurs sont les mêmes, les fautes d'orthographe sont les mêmes, c'est exactement la même chose. Les tableaux que je ne vais pas reproduire ici sont dans le même ordre, les cas cliniques sont les mêmes, avec les fautes typographiques exactement aussi, mais quand on passe le papier dans iThenticate Software, qui est le logiciel de plagiat, on n'a que 7% de copies, parce que le texte en entier a été réécrit avec l'intelligence artificielle. Et selon Hervé Maisonneuve, presque 20% des papiers soumis dans les grandes revues maintenant sont réécrits comme ça et sont copiés grâce à l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, elle est aussi utilisée par les grandes revues. Regardez ce qui est sorti hier dans la newsletter d'Hervé Maisonneuve. C'est un statement du New England Journal of Medicine qui dit qu'il va commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour le reviewing et pouvoir rendre des décisions en 7 jours et mettre de côté des reviewers qui prendraient trop de temps. L'avenir est là. Alors, c'est totalement désespérant. Est-ce qu'il reste un espoir? Eh bien oui, il reste un espoir en l'espèce avec la Coalition for Advancing Research Assessment, ou COARA, qui est quelque chose qui a été poussé par la Commission européenne. Et si vous allez sur le site de COARA, c'est facile à trouver, c'est coara.eu, vous allez trouver une dizaine d'engagements dans l'Agreement on Reforming Research Assessment et qui mettent en avant le caractère qualitatif de la recherche et non plus le caractère quantitatif. Le 15 septembre dernier, il y avait 777 membres, organisations membres au travers le monde, essentiellement européennes. Et regardez, en France, nous avons l'ANR, le CNRS, l'HCERS, l'INSERM, l'Institut national du cancer et toutes les universités françaises, dont ma propre université, l'université Paris-Cité. Nous nous battons pour que les grandes institutions françaises continuent à signer COARA et probablement COARA devrait nous avancer sur une évaluation de la recherche qui luttera contre la fraude et qui défendra l'intégrité scientifique. J'en ai terminé. Vous avez compris que le nombre de publications était problématique. C'est amplifié maintenant par l'intelligence artificielle. Les revues non conventionnelles vont vers des modèles beaucoup plus sophistiqués de corruption d'éditeurs, et je vous ai montré des exemples, ou d'achat de titres. Le contenu scientifique s'en trouve donc décrédibilisé. Le travail éditorial est devenu très compliqué avec l'IA parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'on fait. On vous rétracte de plus en plus d'articles. L'espoir, c'est COARA. En tout cas, on peut garder cet espoir-là.
Et si vous avez quelque chose à déclarer et que vous travaillez à l'assistance publique, n'hésitez pas à utiliser cette adresse mail intégrité-scientifique@aphp.fr. Je vous remercie. Merci beaucoup Marc pour cette présentation. J'ai une question sur les figures. Il me semblait avoir vu passer des papiers où on pouvait comparer, notamment en recherche fondamentale, des Western blot pour vérifier l'originalité, vérifier que la figure n'a pas été retouchée ou générée par l'intelligence artificielle. C'est quoi les outils à disposition des journaux scientifiques pour vérifier ça ? Alors les outils sont en cours de développement. Je sais qu'on a un collègue de Toulouse qui a développé un logiciel sur le sujet. Et puis il y a une chercheuse qui s'appelle Elisabeth Bick qui travaille beaucoup sur le sujet. Mais dans le cadre d'un journal comme par exemple le mien, on n'a pas d'autres outils pour mettre en évidence ce genre de choses. Et je ne suis pas du tout sûr que la majorité des journaux actuels utilisent ces outils-là. C'est peut-être un travail qui doit être fait par l'éditeur qui va prendre en charge le papier, mais le journal lui-même reçoit l'article et puis l'envoie en revue. Celui qui doit faire le travail, à mon avis, c'est l'éditeur ou le reviewer. D'accord. Ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui est même presque parfois impossible. Est-ce que, parce qu'en fait, il y a un outil qui est Google Images, en fait, sur lequel on peut copier-coller une image et demander à Google d'aller chercher dans tout le web. Peut-être qu'il peut sortir. Bien sûr. L'article. Bien sûr. Non, c'est pas spécifique au champ médical. Mais c'est un changement de paradigme. Et les reviewers qu'on sollicite, qui répondent d'ailleurs de moins en moins positivement, n'ont pas encore cette pratique-là, alors qu'on devrait le faire systématiquement. De même qu'aller vérifier les données sources des patients. Ça devrait être fait systématiquement. On n'a pas le manpower pour le faire. On n'a pas le temps pour le faire. Or, quand vous vérifiez ça, il y a 30-40% des données qui sont fausses. Et c'est effectivement un changement de paradigme parce qu'il faut accepter qu'on ne soit plus dans une relation de confiance par rapport aux données qui nous sont fournies. Et pour l'instant, on a toujours estimé que la science étant là pour faire avancer les connaissances, c'était nécessairement une démarche vertueuse et que on a encore du mal à accepter finalement cette nécessité d'aller vérifier qu'il n'y ait pas de plagiat, qu'il n'y ait pas de données falsifiées, qu'il n'y ait pas de... Et voilà, je pense que c'est ce qui freine finalement, c'est pas que les outils n'existent pas, c'est le changement de paradigme de se dire la relation de confiance n'exclut pas le contrôle, il va falloir que je vérifie tout. Et d'ailleurs, quand on le voit, on a été confronté à l'EJA, une fabrication de données, des chercheurs qui avaient multiplié par 3 les données de leur tableur Excel avec des lignes copiées. Et quand j'ai demandé qu'on rétracte le papier, l'ensemble de mes collègues ont dit « Oh, on n'est pas de la police, ça demande d'être vérifié ». Et il a fallu que les auteurs en question se fassent prendre dans un autre journal pour qu'on finisse par rétracter le papier. Donc c'est effectivement pas dans notre culture pour l'instant. Une dernière question en amont de tout ça, puisque c'est un des objectifs de notre rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que, à ta connaissance, la formation de l'éducation est faite maintenant au niveau des universités, au niveau des écoles doctorales, au niveau des laboratoires, des grandes institutions de recherche pour sensibiliser les plus jeunes chercheurs et candidats à des positions hospitalo-universitaires ? J'ai envie de répondre oui. Toutes les grandes universités ont des modules obligatoires d'intégrité scientifique maintenant qui doivent être suivis, notamment pour les doctorants. On ne peut pas échapper à ça. Donc je pense que c'est en train de se mettre en place aussi en médecine. Je ne suis pas sûr que ce soit systématique. D'accord. Eh bien, transition toute trouvée avec la présentation suivante qui va être effectuée par la docteure Clara Locher. Clara Locher est praticienne hospitalière en pharmacologie clinique au CHU de Pontchaillou à Rennes. Elle est membre de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. Elle a une expertise reconnue sur l'évaluation clinique des stratégies médicales ou des stratégies de prise en charge et le titre de son intervention, qui est un sujet qui nous préoccupe beaucoup au niveau du CNU, comment évaluer la publication scientifique. Merci, Dr Locher. Merci à vous pour l'invitation, même si j'ai eu un peu l'impression que c'était un piège, puisque finalement, pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse très claire sur la meilleure façon d'évaluer la publication scientifique, mais je vais essayer d'apporter au moins un éclairage sur ce qu'il ne faut pas faire et voir ce vers quoi on peut tendre pour essayer d'améliorer nos modes d'évaluation. Donc, je commence par mes déclarations de conflit d'intérêts. Je n'en ai aucune avec des organismes privés, et puis évidemment plusieurs avec des organismes publics qui ont été cités compte tenu de mes postes. Donc, un avec mon CHU, qui est évidemment mon principal employeur. Également un conflit, on va dire, en tout cas un lien d'intérêt avec la Haute Autorité de Santé en tant que membre de la Commission de la Transparence. Et puis 2 autres liens d'intérêt en lien avec mon activité de recherche, soit par
financement de l'Union européenne sur un projet qui vise à évaluer l'impact du data sharing et donc du partage des données individuelles des essais cliniques. Et puis un second projet de recherche qui porte sur l'intégrité de la recherche et plus particulièrement la recherche biomédicale et qui a été financée par l'ANR. Donc pour commencer, je voulais juste faire un petit rappel sur pourquoi est-ce qu'on doit évaluer les publications scientifiques et comment on le fait actuellement et comment malheureusement on ne le fait pas forcément de la meilleure des façons. Donc sur le pourquoi est-ce qu'on évalue les publications scientifiques, c'est tout simplement parce que c'est un outil qui va nous aider au pilotage de la recherche en général. On fonctionne malheureusement en recherche académique avec une enveloppe qui est fermée et sur laquelle il faut nécessairement statuer sur la façon dont on va répartir cet argent qui va pouvoir être porté sur différents projets de recherche. Et puis évidemment, c'est aussi un outil d'aide à la sélection, au recrutement et à la promotion de candidats. Et donc c'est la mission finalement d'un CNU. Et ça passe obligatoirement par l'évaluation de la production scientifique qui a été faite par ces différents candidats. Actuellement, on a tendance à utiliser principalement des indicateurs bibliométriques que vous connaissez tous, qui sont le nombre de publications, où ont été publiés ces différents articles, à savoir l'impact factor du journal, qui est très important, un produit entre le nombre d'articles et l'impact factor, qui est donc le score SIGAPS, et enfin le nombre de citations qu'on va pouvoir valoriser au travers du H-index. Le point commun entre tous ces 4 indicateurs, c'est le fait que ce soit des indicateurs qui, d'abord, sont uniquement focalisés sur le produit final de la recherche. Peu importe tout le travail qui a été fait en amont, peu importe la galère que ça a été d'obtenir un financement, de la conduite de l'étude, l'identification de doctorants pour mettre à bien le projet, etc. La seule chose qui compte, c'est la toute dernière étape du projet, à savoir la publication scientifique. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important à souligner. Le deuxième point commun entre ces différents indicateurs, c'est qu'ils sont exclusivement quantitatifs. Ils ont donc deux avantages. Le premier, d'être extrêmement facile à obtenir. C'est très rapide d'obtenir ces différents indicateurs. Et deuxième avantage, c'est qu'ils permettent, dans la mesure où ils sont quantitatifs, de classer assez rapidement des organisations, des équipes de recherche ou des candidats qui souhaitent candidater à un poste hospitalo-universitaire. Malheureusement, ils ont aussi 2 énormes inconvénients. Le premier, c'est que ce sont de très mauvais proxys de la qualité de la recherche qui a été conduite. Et deuxième inconvénient, c'est qu'ils sont extrêmement facilement manipulables. Et donc, je vais donner un exemple de comment manipuler, par exemple, l'un de ces indicateurs, en l'occurrence le nombre de publications. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous le terme de salami slicing. Il consiste à finalement avoir un projet de recherche qui était finalement assez cohérent, mais qu'on va découper en 4 petits articles qui auront peut-être moins d'impact, mais qui vont apporter plus de points SIGAPS, ou en tout cas plus de lignes sur son CV, puisqu'on aura plus d'articles. On va aussi pouvoir doublonner un petit peu ces travaux de recherche, les publier de plusieurs façons. C'est très connu par exemple avec les méta-analyses qui sont par exemple reconduites annuellement, puis on se rend compte que non, il n'y a toujours pas de nouveaux essais cliniques et on conclut exactement de la même façon que l'année précédente, ou alors on va tout simplement refaire exactement ce qui avait déjà été fait dans une autre méta-analyse. Ça, c'est plutôt une position qui peut être faite par des seniors et qui consiste à réclamer la paternité d'un article alors qu'on n'a pas contribué de manière suffisamment importante pour réclamer cette paternité. Et puis ça peut également conduire, lorsqu'on veut augmenter son nombre de publications, à sortir de l'intégrité de la recherche et à utiliser des méthodes de pratique qu'on dit discutables, soit en faisant ce qu'on appelle du harking, c'est-à-dire qu'en générant de nouvelles hypothèses sur la base des résultats qu'on a obtenus. Le p-hacking, on peut dire que on torture les données jusqu'à ce qu'elles avouent et jusqu'à ce qu'elles aient un résultat qui soit statistiquement significatif. On peut être amené à falsifier ces données, à fabriquer des données, à faire du plagiat, comme ça a été montré tout à l'heure, voire de l'auto-plagiat. On peut être poussé à vouloir publier de façon rapide et donc à privilégier des revues qui sont dites prédatrices et qui ont des délais de publication extrêmement rapides, où on peut profiter des liens entre éditeurs et auteurs pour essayer de publier plus facilement. Évidemment, les grands gagnants de tout ce système qui nous pousse à essayer d'augmenter le nombre de publications, ce sont essentiellement les maisons d'édition qui vont avoir plus de trafic sur leur site, plus de frais d'APC et finalement avoir une manne financière de plus en plus importante. Et au contraire, les grands perdants, ce sont les chercheurs en général qui se retrouvent confrontés à une masse d'informations absolument colossale
et où l'identification de papiers qui sont pertinents, qui sont valables scientifiquement, est de plus en plus compliquée compte tenu vraiment de cette augmentation démesurée du nombre de publications annuelles. Donc ces indicateurs, au-delà d'être de mauvais proxys de la qualité du travail qui a été fourni, on peut considérer, et j'aime bien cette petite métaphore, qu'ils ont entraîné ce qu'on appelle un effet Cobra. Un effet Cobra, c'est une situation dans laquelle on a mis en place une incitative de manière à résoudre un problème, et en réalité, on ne va faire qu'aggraver, qu'augmenter le problème. On parle d'effet Cobra, ça vient de... Alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est réellement arrivé, mais on dit que pendant l'Inde coloniale, les colons britanniques avaient mis en place des récompenses pour chaque cobra tué pour essayer de lutter contre une invasion de cobras. La conséquence de ces récompenses, c'est que les locaux avaient mis en place des fermes à cobras et s'étaient mis finalement à élever des cobras chez eux de manière à les tuer et à obtenir les récompenses. Évidemment, quand les Britanniques s'en sont rendus compte, ils ont levé le système de récompenses et tout le monde a relâché dans la nature ces cobras, ce qui a démultiplié le problème initial qui est lié à cette fameuse invasion de cobras. Et nos indicateurs bibliométriques ont également cet effet Cobra. Initialement, ils ont été réfléchis de manière à augmenter la valeur de la recherche, essayer d'avoir une recherche plus pertinente, de meilleure qualité. On s'est dit qu'on allait récompenser les chercheurs sur leur nombre de publications. Et le seul effet qu'on a obtenu, malheureusement, c'est une avalanche de papier de très mauvaise qualité. Et donc, cette réflexion autour de ces indicateurs, elle commence à dater, puisque vous voyez que dans un édito signé par Dougal Plan en 1994, donc il y a plus de 30 ans maintenant, il introduisait déjà cette notion qu'il était vraiment temps d'abandonner ces différentes métriques et qu'il était temps de faire moins de recherche. On ne parlait pas encore de slow science, mais il met vraiment l'accent sur le fait qu'il fallait faire moins de recherche, une meilleure recherche et surtout une recherche faite pour de bonnes raisons. Alors évidemment, il nous apporte un début de réponse, il nous invite à éviter l'utilisation de ces indicateurs bibliométriques, mais inversement, il ne nous donne pas la solution sur comment est-ce qu'on évalue la recherche. Donc on va essayer de se poser la question sur comment est-ce qu'on peut vraiment évaluer correctement une publication scientifique. Et pour moi, ce qui compte quand on cherche à évaluer une publication scientifique, ce n'est pas d'évaluer le résultat en tant que tel, c'est d'évaluer le respect de la démarche scientifique. Est-ce qu'on a tous les éléments nécessaires pour penser que la démarche scientifique a été respectée, qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il y a eu une perte de l'intégrité scientifique et que les résultats, en quelque sorte, deviendraient inutilisables parce qu'on a des raisons de penser que la démarche n'a pas été respectée. Et pour s'assurer que la démarche scientifique a été respectée, il est nécessaire de prendre du temps, c'est un point qui est important. Il faut lire en profondeur l'article, il faut être capable de répondre aux différentes questions que j'ai essayé de lister. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais la première, quand on pense à une question de recherche clinique, la première des questions, c'est est-ce que la question est pertinente ? Est-ce que c'est les bons patients ? Est-ce que c'est la bonne intervention ? Est-ce que le comparateur est loyal ? Est-ce que les critères de jugement sont adaptés, permettent de répondre à une question clinique et à un objectif thérapeutique ? Ensuite, on va se poser la question, si la question est pertinente, on va se demander est-ce que la méthode qui a été utilisée dans la publication est adaptée pour répondre à cette question de recherche. Et donc, on doit se poser des questions sur le design. Est-ce qu'on a cherché à minimiser les risques ? Est-ce que, même si on avait tout planifié de façon adaptée, est-ce que l'étude a été conduite de façon adaptée ? Est-ce qu'on a respecté le protocole ? Est-ce que s'il y a eu des modifications, on est transparent vis-à-vis de ces changements ? Ensuite, une fois qu'on a obtenu les résultats, il va falloir s'assurer que ces résultats ont été analysés en cohérence avec le protocole et que justement on ne va pas introduire de hacking, de p-hacking, de harking, de biais de publication, de choix arbitraires de présenter certains résultats et pas d'autres. Et on va également se poser la question de la qualité du reporting. Est-ce qu'encore une fois c'est fait en cohérence avec la question initiale et donc est-ce que c'est cohérent avec le protocole ? Et finalement, est-ce que une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on peut enfin regarder le résultat et se dire que ce résultat a toutes les chances de ne pas être biaisé, que c'est un résultat qui compte, même s'il est négatif. C'est un résultat qui a de la valeur parce qu'il a été fait, il a été obtenu en respectant la démarche scientifique. Donc évidemment, encore une fois, je pense que ce qui est important sur cette diapositive, c'est de comprendre qu'il faut aller en profondeur dans l'évaluation de l'article et que ça prend beaucoup plus de temps que d'évaluer des critères dits quantitatifs qui s'obtiennent en un clic bouton et qui permettent de classer très facilement les candidats.
Donc cette réflexion sur comment mieux évaluer la recherche en général, elle s'inscrit dans une démarche internationale, comme ça a déjà été dit dans la présentation d'avant. Ça a commencé notamment avec la déclaration dite de Dora, qui est la déclaration de San Francisco, où l'idée était vraiment de montrer la volonté de sortir de cette évaluation quantitative de la recherche. Ensuite, il y a eu d'autres incitatifs que j'ai listés ici. Et puis la dernière vraiment importante, ça a été souligné juste avant, c'est la coalition européenne qui vise cette fois à essayer de guider l'évaluation qualitative de la recherche et à apporter vraiment une méthode sur cette évaluation qualitative. Quelles que soient les différentes initiatives, que ce soit Dora, Kohara ou les principes de Hong Kong, elles ont toutes des objectifs communs qui est vraiment de se recentrer sur la qualité, la reproductibilité et l'impact de la recherche et encore une fois de sortir de cette évaluation quantitative. Les deux autres points qui sont soulevés par ces différentes initiatives, c'est la nécessité de sensibiliser à l'intégrité scientifique. Je pense que c'est un des objectifs du webinaire aujourd'hui, c'est que ça s'apprend en fait, le respect de la démarche scientifique, c'est pas inné, il faut avoir conscience de la façon dont on peut en sortir et pour ça il faut être formé correctement. Ensuite, un dernier point qui est souligné par ces différentes incitatifs, c'est la nécessité de reconnaître la science ouverte dans l'évaluation et je vais prendre un tout petit peu de temps pour contextualiser le principe de science ouverte. Donc pourquoi est-ce que ces différentes initiatives s'intéressent à la science ouverte ? Je vais juste commencer par définir le principe de science ouverte. C'est un état d'esprit, en quelque sorte, qui dans lequel le chercheur se met en situation de diffuser absolument sans aucune barrière, ni financière, surtout essentiellement financière, les résultats, les méthodes et les produits de la recherche. Et pourquoi c'est extrêmement important de s'intéresser actuellement à la science ouverte ? C'est parce que c'est un prérequis à toute l'évaluation de la démarche scientifique que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si vous voulez vous assurer que l'étude a été bien conduite, que l'étude a été bien rapportée, que les analyses ont été faites en conformité avec le protocole, il faut nécessairement avoir accès à l'ensemble des documents qui vous permettent d'évaluer la démarche scientifique. Et donc derrière ce principe de science ouverte, l'idée, c'est d'améliorer la transparence, la reproductibilité et l'efficacité de la recherche parce qu'on a la possibilité de vérifier exactement ce qui a été fait. Donc, quand on pense science ouverte, on peut commencer par partager son protocole. Ça, c'est quelque chose qui, en recherche clinique, est maintenant quasi standard. Ça a commencé dans les années 90, où on a vu émerger les premiers registres d'essais cliniques, que sont Clinical Trial ou le registre européen ou le registre américain. Grâce notamment à l'ICMJE, donc le regroupement des éditeurs des journaux médicaux, c'est devenu obligatoire depuis maintenant une vingtaine d'années de s'enregistrer a priori pour pouvoir publier dans ces fameux grands journaux. Et c'est parce que c'est devenu obligatoire qu'on a maintenant quasiment la totalité des essais cliniques qui sont enregistrés a priori. L'objectif derrière cet enregistrement a priori, c'était alors un objectif plus large que ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'était aider les patients à identifier éventuellement des essais cliniques en cours dans leur pathologie. C'était éviter la duplication d'essais cliniques, c'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs, si on a une idée, peut-être que quelqu'un d'autre l'a eue, et peut-être qu'au lieu de faire un deuxième essai clinique, il peut être pertinent de rejoindre l'équipe qui est déjà en train d'essayer de répondre à la question de recherche. Puis les deux points qui nous intéressent particulièrement, ça visait à prévenir le biais de reporting, c'est-à-dire la sélection des résultats, le choix arbitraire de présenter certains résultats et de présenter majoritairement ceux qui étaient en faveur du traitement à l'étude, et de prévenir également les biais de publication. Malheureusement, sur ces deux derniers points, ça peine encore à atteindre ces objectifs. Pourquoi ? Parce que personne ne vérifie. Autant c'est très facile de vérifier si le protocole a été enregistré a priori, autant vérifier que l'étude a été correctement conduite et que l'ensemble des résultats qui doivent être portés à la connaissance de la communauté scientifique ont été listés, finalement c'est quelque chose qui est malheureusement pas suffisamment fait. Et quand c'est fait, on se rend compte qu'effectivement, on a encore trop d'essais cliniques qui sont rapportés en changeant le critère de jugement principal, en enlevant d'autres critères principaux ou en modifiant ces critères principaux. Le deuxième point, c'était prévenir les biais de publication. Et là encore, on voit qu'il y a même si on a les outils pour vérifier qu'on a minimisé le risque de biais de publication, il y a encore énormément de travail à faire pour arriver à 100% des essais cliniques qui seraient publiés, ou essais cliniques ou tout travail de recherche d'ailleurs.
Donc le biais de publication, c'est de manière à éviter le fait justement de ne diffuser que les résultats qui sont potentiellement en faveur de l'intervention qui était évaluée. Et donc, peu importe que les résultats soient publiés sur un registre d'essai, sur un service de préprint ou en open access, l'objectif c'est vraiment de mettre à disposition les résultats obtenus à l'issue de la recherche qui a été conduite. Donc quand vous avez ici un petit screen en bas du baromètre français de la science ouverte qui, de manière automatisée, essaye de voir parmi les essais qui sont conduits en France, combien sont publiés 2 ans après la fin de l'étude. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que quand on prend l'ensemble des promoteurs, on a abouti à seulement 50% des résultats qui sont publiés, ou en tout cas pour lesquels les résultats sont disponibles pour la communauté médicale. Les industriels, finalement, font beaucoup mieux qu'en recherche académique, puisqu'ils sont presque à 3/4 des résultats qui sont publiés ou postés dans les 2 ans qui suivent la fin de l'étude. Et en recherche académique, malheureusement, on est autour de 30%, ce qui sous-entend que 70% de nos projets de recherche clinique ne sont pas publiés 2 ans après la fin de l'étude. Donc on s'est interrogé vraiment quand on a vu ces résultats-là et on a voulu voir si au CHU de Rennes on faisait mieux. Alors on a eu une première petite frayeur puisque quand on a regardé initialement, on faisait nettement moins bien que ce que le baromètre laissait à penser, puisqu'on était seulement à 11% de nos protocoles de recherche qui étaient publiés. Heureusement, on a fait un audit interne et manuel, et donc on a été un petit peu plus loin que l'audit automatique qui est géré par le baromètre de la science ouverte, et on a réussi à récupérer jusqu'à 40% de nos projets de recherche clinique qui finalement sont publiés. Et puis si on regarde s'il y a des études ancillaires autour de ces protocoles, on arrive jusqu'à 60%. C'est un résultat qui n'est malheureusement pas satisfaisant, parce qu'encore une fois, ça veut dire que 60% des critères de jugement principaux, les résultats de ces critères de jugement principaux ne sont pas disponibles auprès de la communauté scientifique. Et quand on s'est retourné vers nos investigateurs pour essayer de comprendre, dans l'immense majorité des cas, c'était un manque de temps. Je n'ai pas la possibilité finalement d'aboutir vers une publication que je pourrais soumettre à un grand journal. Et puis, il y avait d'autres problématiques, des problématiques logistiques. Et puis, d'autres ont été suffisamment transparents pour dire que, parce que les résultats étaient négatifs, ils ne souhaitaient pas les communiquer, ce qui montre bien qu'il y a encore un effort de formation à faire auprès de nos investigateurs. Et puis là, j'ai remis la même enquête qui avait été faite à la PHP pour montrer que ce n'est pas un problème uniquement rhéno-rennais, mais qu'à la PHP, qui est le plus gros promoteur académique, on aboutit à peu près au même résultat, puisque 54% des protocoles initiés par la PHP ne sont malheureusement pas publiés 2 ans après la fin de l'étude. Donc il y a encore un gros effort à faire, et le point que je voulais souligner ici, c'est que quand on évalue ce qui est publié, il faut aussi être en mesure d'évaluer ce qui ne l'est pas, parce que c'est très important qu'on arrive à pousser à l'obtention et à la diffusion de ces résultats-là. Donc sur la communication des résultats, l'autre point important, c'est on a bien vu toute la problématique des journaux, le fait que malheureusement beaucoup de ces journaux nécessitaient de payer un abonnement pour obtenir les résultats. Et dans le principe de science ouverte, il y a justement ce principe que les résultats doivent être diffusés sans entrave. Ce qui veut dire qu'on doit s'habituer également à publier soit sur des serveurs de préprint, ce qui est encore relativement peu fait en recherche biomédicale, mais qui est fait dans bien d'autres disciplines. Si on n'a pas la capacité de publier ces résultats, on peut très bien diffuser ces résultats sur des registres d'essais cliniques, que ce soit Clinical Trial ou le CTIS si on a un essai européen, ou on peut décider de publier en open access. En tout cas, il doit y avoir des incitatifs qui sont faits pour pousser à la communication de ces résultats. La FDA le fait très bien et il y a des amendes qui sont colossales en cas de retard, notamment pour les industriels. S'ils ne publient pas leurs résultats, il y a des amendes importantes qui sont susceptibles d'être mobilisées pour les obliger à communiquer leurs résultats. Et depuis peu, la DGOS a aussi pris la décision de conditionner l'obtention de la dernière tranche par c'est plus par la soumission d'un... Pardon, je me suis trompée. Excusez-moi. J'ai oublié de changer. Depuis peu, la DGOS a décidé de conditionner l'obtention de la dernière tranche, non pas par la soumission d'un article comme c'était le cas avant, mais par la diffusion des résultats. Peu importe que ça soit sur un registre d'essais cliniques ou au travers d'un article, il est nécessaire que les résultats soient disponibles pour obtenir les derniers pourcents du PHRC.
Donc voilà pour ce que je voulais apporter comme éclairage sur l'évaluation de la recherche. Le premier point, évidemment, c'est la nécessité de réduire l'utilisation systématique de l'évaluation quantitative, donc d'essayer d'oublier le nombre de publications, le H-index ou le score CGAPS, de continuer régulièrement à former à l'intégrité scientifique pour expliquer quels sont les enjeux qui sont derrière les questions derrière l'évaluation scientifique, de favoriser l'évaluation de la démarche scientifique, c'est vraiment ce qui doit primer. On doit faire en sorte que notre recherche soit reproductible, et pour qu'elle le soit, il faut qu'elle respecte ce principe de démarche scientifique. Et le prérequis pour évaluer la démarche scientifique, c'est d'avoir accès à l'ensemble des produits de la recherche, que ce soit le protocole, le plan d'analyse stat, les résultats en eux-mêmes. Et il faut qu'on ait des incitatifs qui nous poussent vers plus de sciences ouvertes. Et le dernier point, c'est qu'évidemment, ça passe également par ne plus se focaliser uniquement sur le produit final, mais valoriser aussi le partage de son protocole, ses produits son plan d'analyse stat ou même ses données individuelles de recherche clinique. Merci infiniment, Dr Locher, pour cette présentation extrêmement instructive. Vous avez parlé de formation. Je vais rebondir sur votre avant-dernière diapositive sur la condition que fait la DGOS désormais pour financer la dernière tranche des PHRC à la diffusion des résultats. Il y a très peu de temps, l'année dernière, la DGOS a célébré en grande pompe l'anniversaire de création des PHRC. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu une évaluation a posteriori? Tous les PHRC ont-ils abouti à des publications? Probablement que non, puisque vous suspectez un taux de publication assez faible. Et puis aussi la véracité de la recherche, parce que finalement, vous poser la question fondamentale, c'est pourquoi, quel est le sens de la démarche scientifique, et est-ce qu'on doit passer d'un modèle publish or perish à un modèle publié qui a du sens. Mais je voudrais avoir votre point de vue sur les PHRC, sur notamment l'évaluation qui en est faite a posteriori. Alors, je n'étais pas justement aux 20 ans, il me semble que c'était les 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus. C'était une grande messe organisée par la DGOS l'année dernière. Oui, alors évidemment, il y a un bilan qui a été fait, c'est un auto-bilan, donc en général, sans critiquer le bilan, un auto-bilan c'est généralement assez favorable. Et il me semble qu'effectivement, il y a eu une démarche de vérifier quel était le pourcentage de publications, en tout cas d'essais qui étaient terminés et qui avaient conduit à des publications. Je n'ai pas les chiffres en tête, donc je ne peux pas les commenter, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas 100% et qu'il y a encore une marge de progression qui est importante. Derrière, il faut aussi comprendre pourquoi ces résultats ne sont pas nécessairement publiés. Parfois, il y a en quelque sorte des raisons qui sont des raisons matérielles. Il y avait un financement insuffisant pour conduire l'étude jusqu'au bout. Ça doit nous inviter également à nous poser des questions sur la façon dont on conçoit la recherche. Actuellement, c'est des enveloppes fermées. Et si jamais on n'a plus d'argent pour conduire notre essai clinique, on a la nécessité de s'arrêter, même si on n'a pas encore répondu à notre question de recherche. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement frustrant, en fait. Cette nécessité, mais qu'on comprend parfaitement, de ne pas pouvoir de nouveau ressolliciter de l'argent en disant voilà, on avait prévu 800 000 €, il nous en manque 200 000 pour terminer. Si on s'arrête maintenant, malheureusement, nos travaux de recherche sont insuffisants pour répondre de façon adaptée à la question de recherche. Donc actuellement, on a des essais qui s'arrêtent de manière prématurée parce qu'on n'a plus les conditions matérielles pour aller jusqu'au bout. Donc ça, je ne sais pas comment résoudre ce problème, mais c'est une des questions importantes. Et puis après, il y a d'autres, évidemment, essais qui ne se terminent pas parce que la question a été répondue ailleurs, parce que la question n'est plus pertinente, le comparateur n'est plus le comparateur qu'il fallait. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi réussir à mettre en avant et à valoriser. Mais pour autant, les résultats peuvent être quand même diffusés, même si on n'est pas arrivé au bout de son essai. J'ai une petite question, peut-être un peu provocatrice, sur la science ouverte. Oui. Moi, je suis médecin à la PHP et quand je suis investigateur de protocole, et moi, je n'ai pas accès aux résultats de mes bases de données, en fait. Vous n'avez pas accès aux données individuelles? Je n'ai pas accès aux données individuelles. Et quand, par exemple, je veux faire une extraction très précise sur quelques malades pour sélectionner, etc., en fait, je dois demander les valeurs dont j'ai besoin pour avoir un sous-tableau très précis, etc., sans les identifications des patients, etc. Donc, pour moi, il y a un monde entre mettre les données en ligne et juste, en tant qu'investigateur principal, avoir accès aux données des patients
pour lesquels j'ai eu le financement de l'étude, vous voyez. Et donc, je me demande comment se situent les grands instituts de recherche académique dans ce contexte de la science ouverte. Alors évidemment, en tout cas pour ce qui est sur le partage des données individuelles, ça reste extrêmement compliqué. Il faut que ça soit prévu dès le départ, dès l'obtention du financement. Il faut avoir prévu de partager ces données parce que c'est extrêmement chronophage, encore une fois, de préparer ces bases de données, de les anonymiser et de les mettre sur des serveurs qui permettent de les partager. Globalement, il y a une réglementation qui fait, c'est probablement la réglementation qui fait que on peut plus s'envoyer des bases de données Excel sur nos boîtes Gmail et qu'on va regarder dans notre coin. Et on est d'accord sur le fait que ça nous freine, mais qu'il y a un intérêt collectif à protéger ces données de santé parce qu'on sait qu'elles sont, lors qu'elles sont accessibles, elles sont susceptibles d'être mal utilisées et il faut absolument se prévenir de ça. Donc oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut faciliter la possibilité à l'investigateur de faire des études ancillaires, mais quand on parle de partage de données, ce n'est pas un partage en libre accès, c'est un partage qu'on peut conditionner à un projet de recherche pour lequel on va... J'avais mis quelques diapos backup sur le partage des données que finalement je n'avais pas abordé, mais pour moi c'est le point important quand on veut réanalyser des données, c'est que toutes les conditions qu'on a mis sur les essais cliniques et sur la recherche clinique, qui consiste à avoir un protocole, à poser une question de recherche et à s'y conformer parce que ça s'inscrit dans une démarche de recherche qui doit être hypothético-déductive, il faut être aussi extrêmement vigilant quand on veut réanalyser des données individuelles, à respecter aussi cette démarche et à ne pas avoir en quelque sorte quelque chose de tout azimut et qui va en quelque sorte donner encore plus de grains à moudre au paper mill parce qu'on va leur donner la possibilité de faire des centaines de papiers de manière quasi... instantanée parce qu'on a accès à ces bases de données. Donc il y a toute une démarche qui doit s'assurer que le partage des bases de données va se faire avec une utilisation qui soit responsable de ces données-là. Et je ne suis pas sûre d'avoir bien répondu à la question, mais voilà, il y a tout ce contexte-là qu'il faut réussir à mettre en œuvre et à organiser. Il y a des contraintes qui sont réglementaires, il y a des contraintes qui sont financières, parce qu'il faut du temps humain pour préparer ces bases de données, des contraintes de sécurité, on sait que les données peuvent être hackées assez facilement, et pour réussir à tendre vers cet objectif de partage des données, il faut réussir à mettre tout ça en ordre de marche, et pour l'instant, ce n'est pas encore optimisé, on va dire. J'ai une autre question provocatrice. À l'Office d'intégrité scientifique de la PHP, évidemment, la science ouverte est un de nos objectifs et on essaye de la promouvoir. Mais je me suis toujours demandé si finalement une des composantes de la science ouverte, c'est-à-dire l'open access, n'avait pas ouvert la boîte de Pandore. Ça a créé un monstre. Ça a créé un monstre au travers des revues prédatrices. C'est pour ça que, encore une fois, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif derrière. Pourquoi est-ce qu'on pousse vers de la science ouverte ? C'est parce que derrière, on veut s'assurer de la démarche scientifique qui a été faite. Et on voit bien que tout le monde s'enregistre a priori sur un protocole, mais a oublié l'objectif derrière cet enregistrement. C'est pas juste une case qu'on coche, ça doit pas en tout cas être perçu comme juste une case qu'on coche. Si on s'inscrit dans une démarche de science ouverte, c'est parce qu'on veut plus de transparence, plus d'accessibilité et un meilleur usage des données qui sont déjà disponibles. Donc c'est ne pas perdre de sens l'objectif derrière la science ouverte. Donc quand on utilise des indicateurs, les gens, on finit par oublier l'objectif et on remplit la case qui a besoin de remplir. Donc c'est continuer à former pour expliquer pourquoi est-ce qu'on partage un protocole, pourquoi est-ce qu'on partage des données et comment ça peut entraîner des données de meilleure qualité. Et ça, c'est un autre point, c'est qu'évidemment la science ouverte, c'est pas une solution à tout et ça doit aussi quelque part être évalué. On voit bien que dans l'open access, ça a engendré quelque chose qui nous ennuie fortement, que sont les revues prédatrices. Donc il n'y a pas que des aspects positifs à tendre vers plus de sciences ouvertes. Il faut réussir, c'est un jeu d'équilibre entre atteindre des objectifs de partage et en même temps ne pas créer plus de problèmes en offrant la possibilité de faire des papiers facilement parce que les données sont accessibles. Je vous remercie beaucoup. Et du coup, la transition, encore une fois, est à point nommé. Avec le professeur Marc Garnier, PUPH en anesthésie-réanimation à l'université Clermont-Auvergne et qui, jusqu'à peu, était président du comité des référentiels de l'ASFAR et qui a donc une bonne expertise sur les revues scientifiques utilisées notamment dans ce cadre de CRF. Merci beaucoup Marc d'avoir accepté la présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors une expertise, on essaye en tout cas, et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On va le voir un petit peu aussi par
la masse exponentielle d'articles et de revues qui existent. Alors, on va rejoindre et forcément avoir des choses un petit peu similaires à ce qui a été dit avant, mais on va essayer de ne pas s'apesantir pour éviter les redondances. Alors, déjà, je n'ai pas ni de conflit ni de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et puis, maintenant, moi, j'introduis aussi dans mes topos le fait que l'intelligence artificielle, en tout cas les programmes informatiques, n'ont pas été utilisés pour concevoir ce dont on va parler. Alors, on va rapidement, je vous assure, ça ne va pas être trop long en fin de webinaire, mais on va essayer quand même de balayer un petit peu ces 6 questions. Qu'est-ce qu'une revue finalement non recommandée? Pourquoi il existe des revues non recommandées? Quelles pratiques ont ces revues? Sont-elles un problème pour nous tous, la communauté des chercheurs et des médecins? Quelles sont les conséquences de la publication dans ces revues? Et puis un tout petit mot, puisque ça a déjà été abordé, mais sur comment lutter contre ces revues à notre échelle. Alors déjà, comment on va définir une revue non recommandée, qui était donc la traduction française et admise maintenant de l'acronyme anglais Predatory Journals. Donc il y a eu une définition consensuelle établie par des participants venant de 10 pays dans les années 2019-2020. Et on disait que les revues ou les éditeurs prédateurs ou non recommandés sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'érudition de la science et ce qui se caractérise par des informations fausses, trompeuses, un écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles et de publication, un manque de transparence ou le recours à des pratiques de sollicitation agressives et sans discernement. Alors cette définition a été amendée un tout petit peu plus tard, une année plus tard, parce qu'elle était assez manichéenne et en gros, il y avait des choses qui apparaissaient assez évidentes, mais on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup plus de choses douteuses, grises, et en plus avec toutes les nuances de gris. Et donc une autre définition est un petit peu plus large et définit les revues non recommandées comme des revues ayant un vaste ensemble de comportements prédateurs dynamiques, qui vont réellement des pratiques frauduleuses et trompeuses qu'on évoquait sur la définition d'avant, mais aussi à des pratiques douteuses ou contraires à l'éthique, mais avec des degrés divers de pratiques de piètre qualité, ce qui va de l'inacceptable, mais aussi, et ce qu'on voit sur la petite image qui accompagne, à des choses qui sont à la frontière entre des choses franchement frauduleuses et des choses correctes, de qualité, jugées comme acceptables, voire très bonnes. Alors, on a, dans la première présentation, déjà un petit peu évoqué ça. En fait, oui, le monstre, on l'a généré et par tout un tas de choses, et dont l'open access, et puis aussi le rachat et la concentration des journaux. Et donc, on a vu déjà un petit peu les masses financières et de volume que ça représentait. Une autre façon de représenter ça, c'est que les 5 plus gros éditeurs, en fait, à eux 5, représentent 2/3 de la publication scientifique. Et ça, ce regroupement a débuté dans les années 1990. Le tournant du numérique aussi, où on est passé des journaux papier à quelque chose accessible sur Internet avec un ordinateur, ce qui a rendu les choses quand même beaucoup plus faciles que d'éditer, d'imprimer. Et puis la cession des droits, où finalement vous vous délestez et vous êtes obligé d'accepter que les données ne vous appartiennent plus, appartiennent aux journaux. Et tout ça a fait que les marges de ces éditeurs ont augmenté. Et donc il a été extrêmement tentant à partir du moment où vous ne touchiez plus de l'argent quand les gens essayaient de lire les papiers, mais vous touchiez de l'argent quand on acceptait qu'on publiait les papiers, et finalement d'en accepter et d'en publier plein, puisque c'est ce qui assurait le modèle de rentabilité économique des éditeurs. Et puis de l'autre côté, il faut mettre en miroir quand même la tentation des chercheurs et des scientifiques. On a une évaluation de la recherche, on en a parlé, qui était quand même axée sur des données bibliométriques quantitatives, avec un culte quand même du publier ou périr, pour pouvoir avoir des financements, pour pouvoir continuer à travailler. On est jugé sur ce qu'on a publié avant, et tant pis pour vous si ça n'a pas fonctionné ou si vous n'avez pas publié les résultats. Et donc le délai de publication un peu long, et puis le fait de sélection de plus en plus drastique dans des revues légitimes qui ont des taux de rejet, Marc nous a dit, à l'UJA, je sais pas, c'est extrêmement élevé, des taux de rejet d'acceptation des revues qui sont quand même maintenant des fois plus grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait de nos résultats? On va quand même essayer de les publier coûte que coûte pour pouvoir continuer à travailler. Et donc tout ça a fait qu'on a une tendance quand même et une tentation à publier dans ces revues non recommandées qui, alors pour le coup, on va en parler juste après, ne sont pas du tout regardantes et vont vous accueillir à bras ouverts et avec des frais qui, paradoxalement et peut-être par rapport à ce qu'on peut penser, je vous le montrerai, ne sont pas si élevés que ça, mais le nombre va faire en sorte que c'est extrêmement rentable. Et donc, la conjonction de ces deux choses-là a fait que les revues non recommandées ont quand même franchement émergé, ont commencé à devenir quelque chose de visible dans les années 2008-2009. Alors, leurs pratiques condamnables, elles sont multiples. La première, c'est d'accepter un article pour publication contre les frais sans processus de revue, le reviewing par les pairs. Je vais vous montrer quand même 2 exemples assez édifiants. Donc un premier qui a été publié, tout ça est vrai, même si l'article a été rétracté depuis, dans le Asian Journal of Medicine and Health.
Donc quand vous allez sur le site de ce journal, on vous explique que c'est un journal qui publie des papiers de haute qualité et que la qualité est contrôlée, qu'il y a un processus de review ouvert et qu'on est en tout cas au standard de la science ouverte puisque les données sont en open access. L'article est aussi, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le critiquer, tout le monde peut écrire à l'éditeur. Ça a l'air d'être quelque chose de formidable. Et donc, a été publié dans ce journal. Alors déjà, on peut s'interroger sur quelque chose, vous voyez en haut à droite, qui est reçu par le journal le 24 juillet, accepté le 11 août, probablement qu'en Asie, on ne prend pas de vacances d'été, et publié en ligne le 15. Donc, il se passe 15 jours entre l'envoi au journal et la publication en ligne. C'est quand même, enfin, moi personnellement, je n'ai jamais vu ça. Et donc, quand vous regardez cet article, donc le titre était le SARS-CoV-2 était de façon inattendue plus mortel que les accidents de trottinette. Et donc, est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la solution unique à ces deux problèmes, à la fois le Covid et les accidents de trottinette? Derrière ce titre un petit peu accrocheur, vous voyez que dès l'authorship, quand vous passez les 4 premiers auteurs, vous voyez que vous avez des auteurs totalement fantômes comme Didier Lambrouille, Silvano Trottinetta en référence à la trottinette, l'auteur fantôme, Nemo Macron, le chien du couple présidentiel, et puis Manis javanica. Manis javanica, c'est le nom d'espèce du pangolin. Et tout est à l'avenant. Si vous regardez les affiliations de ces auteurs, vous voyez que dès la première ligne, un jeu de mots sur donc, le Belgian Institute of Technology. Et voilà, on peut aussi voir le numéro 6, le collectif Laissons les vendeurs de trottinettes prescrire. Et puis quand on regarde qui a fait quoi, c'est à l'avenant. Je vous laisserai lire, c'est un peu trop long pour qu'on le voit ensemble, mais c'est aussi assez hilarant. Et donc, il ne suffisait pas d'aller très loin pour se rendre compte que cette chose-là n'était pas sérieuse. Alors, il a été rétracté, effectivement, et la raison, c'est d'avoir trouvé des fraudes scientifiques sérieuses. Honnêtement, c'est quand même assez risible. On ne peut pas donc dire que cet article a été reviewé, c'est impossible, puisque globalement, dès le titre ou sinon l'authorship, on se rend compte que tout ça n'est pas crédible. Pour publier dans Asian Journal of Medicine and Health, c'est $55. Donc franchement, on aurait tort de s'en priver, et d'ailleurs c'est ce qu'ont fait ces auteurs pour dénoncer les choses. Et donc vous voyez que ça ne coûte pas des milliers d'euros en plus, donc c'est quand même extrêmement abordable d'essayer de gagner quelques points SIGAPS et de pouvoir essayer d'avoir un peu plus de financement parce qu'on a publié dans l'année passée. Un autre exemple, alors ça c'est un journal de sciences de l'ingénieur, donc pareil, quelque chose qui a l'air d'avoir une façade, un numéro ISSN, c'est quelque chose de peer review, en open access, c'est international, il y a un site internet, ça a l'air super. Et donc en 2005, 2 auteurs avaient fait un peu une farce qui était restée dans l'université, mais quelqu'un de la même université a dit moi je vais aller au bout du modèle et on va le publier. Et donc ils ont publié un article qui s'appelle Get me off your fucking mailing list. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de traduire en français ce que ça veut dire. Et donc en fait, vous voyez, l'abstract du journal est la répétition de ces mêmes mots. Bien évidemment, l'introduction et la répétition de ces mêmes mots, et 863 occurrences plus tard de Get me off your fucking mailing list, on arrive à la conclusion de l'article qui est de toujours se faire retirer de votre de mailing list. Et là où l'article est quand même particulièrement délicieux, c'est que même les figures sont Get me off your fucking mailing list. Donc bien évidemment, ceci n'a pas pu être reviewé alors que c'était ce qu'a annoncé le journal. Alors au-delà de ça, il y a d'autres pratiques condamnables. Accepter un article pour publication sans se préoccuper des problèmes éthiques, on n'en a pas encore vraiment parlé, ça sera un champ en soi, mais c'est quand même un vrai souci de vérifier si les accords éthiques ont vraiment été réellement obtenus et qui les a donnés. Quand c'est le premier auteur qui est lui-même président du comité local de la vie d'éthique, bon, ça génère d'autres problèmes. Accepter un article pour publication sans vérification du plagiat, et on l'a vu dans la présentation de Marc tout à l'heure, avec même le plagiat in extenso de figures sans même changer les couleurs. Accepter les articles sans en avertir les auteurs, comme ça vous êtes automatiquement redevable des frais de publication, et si vous avez voulu faire une blague, c'est trop tard, vous êtes lié contractuellement. Constituer des comités éditoriaux des rédacteurs peu regardants, voire fantômes, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure avec l'exemple. Et puis utiliser des titres respectables et parfois proches de journaux connus. Il y en a qui vont me faire le mimétisme, je vous montrerai aussi un exemple un petit peu plus tard. Et puis les indices bibliométriques contrefaits ou frauduleux, les impact factors qui sont présentés n'existent pas. Alors ils ont même jusqu'à la 3e décimale pour vous dire que tout ça est probablement très juste, issu de divisions très scientifiques, mais tout ça est complètement inventé. Et puis on subit tous, et Marc nous a présenté des exemples, je vous en montrerai un aussi qu'on a, puisque de toute façon nos boîtes débordent, il y en a même qui arrivent à passer les filtres spam, mais donc des sollicitations non ciblées et agressives par mail à publier dans leur revue. Alors ça peut s'associer à ce dont on a déjà un petit peu parlé, qui sont donc les usines ou les fermes à papier, qu'on appelle en anglais les paper mills, qui sont des sociétés dont le but est uniquement de faire de l'argent, et donc en vendant des grandes quantités d'articles scientifiques frauduleux. Alors vous n'avez pas à vous soucier, ils vont vous faire pour vous.
Vous allez leur dire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une place d'auteur, de co-auteur? Des fois, il y a même un petit catalogue comme chez le coiffeur pour savoir ce que vous voulez. On peut vous retraduire en anglais un article publié en chinois. On peut vous retraduire en chinois un article publié en anglais. Voire maintenant, on peut vous le rédiger totalement de façon artificielle. Et puis, c'est vrai que l'intelligence artificielle a facilité tout ça, puisque globalement, en quelques secondes, on vous génère les données, on vous génère l'article, on vous génère les figures. Et tout ça, de plus en plus, a l'illusion du vrai. Et puis, comme vous voyez, on peut vous proposer de racheter des journaux, et donc vous êtes vraiment de plus en plus sollicité. Et des fois, c'est un petit peu difficile, surtout quand vous n'êtes pas au courant de tout ça, de résister. Et je ne reviens pas sur le fait effectivement qu'il y a des corruptions d'éditeurs, on en a parlé, et ça a même été montré dans cet éditorial de Science que je vous encourage à lire si ça vous intéresse, c'est assez édifiant. Alors, est-ce que c'est un problème? Oui, puisque déjà par leur volume, ces revues deviennent un problème. Ici, vous avez les estimations du nombre de journaux avec en beige les revues qui sont considérées comme recommandables et en rouge celles qui sont considérées comme non recommandables. Et vous voyez, on a dit que ça apparaissait globalement aux alentours de 2008-2009 et depuis, l'augmentation est exponentielle. Vous voyez que globalement, on est quasiment à un tiers pour tous les domaines scientifiques confondus. Mais si on regarde la médecine ou la santé, vous voyez, c'est la première ligne sur le petit histogramme à gauche. On est à plus de 40% des revues actuellement qui sont des revues non recommandables et ça augmente. On ne va pas tarder, on est peut-être déjà là où on parle, à un journal sur deux que vous pouvez trouver en ligne et avec l'article totalement gratuit en open access pour vous lecteurs, mais qui sont issus de tout ce dont on parle depuis le début de ce webinaire. Alors, il y a eu une enquête qui avait été réalisée par l'Inter Academy Partnership en 2020. Ils avaient interrogé beaucoup de monde. Vous voyez, 1800 chercheurs issus de 112 pays. On leur avait demandé, est-ce que pour vous, les revues non recommandées, c'est un problème? Plus de 80% des gens répondent, ah oui, c'est un vrai problème. Sauf que quand on dit, mais est-ce que vous, ça vous est arrivé? Alors 14% l'avouent, mais vous voyez que, bon, probablement avec tout ce qu'on avait dit, pour constituer 50% du corpus de ce qui est publié, c'est probablement que c'est plus que ça. Alors il y en a certains qui sont probablement de très bonne foi et qui ne le savent pas. D'ailleurs, 10% déclaraient dire, en fait, je ne saurais pas vous dire si j'ai publié dedans, mais enfin, même quand vous additionnez ces deux pourcentages, on n'est pas au volume. Alors après, quand on regarde un petit peu pourquoi ces 14% plus 10% qui ne savaient pas auraient pu publier dans ces revues-là, alors la première raison invoquée, c'est on n'était pas au courant à l'époque que la revue était un problème, ça nous semblait légitime, l'université avait accepté de payer nos frais de publication et plusieurs professeurs autour de nous avaient dit allez-y, voire même on avait même vu sur le site que le professeur qu'on connaît à Bichat faisait partie du comité éditorial, on y a été les yeux fermés. La deuxième raison invoquée, c'est qu'on devait faire avancer la carrière et on retombe sur les problèmes de bibliométrie et d'évaluation des candidats et de la qualité de la recherche. Il fallait, pour rester dans la course, essayer de garder nos financements, garder nos étudiants, garder nos thésards ou je ne sais quoi encore, de publier pour ne pas être déclassé. La troisième raison, c'est que c'est finalement plus rapide, plus facile et moins cher. On l'a vu dans les 60% de papier. Pourquoi? On manque de temps, on est jeté d'une première revue, on doit resoumettre dans une autre, on doit remodifier le papier. Bref, c'est extrêmement compliqué et c'est de plus en plus compétitif. Vous avez un excellent résultat, mais quand vous avez des taux d'acceptation sous les 10%, faut vraiment avoir la foi pour pouvoir arriver au bout. Et là, c'est facile. Et puis l'étudiant, il est arrivé en bout de thèse, il lui fallait son deuxième papier, sinon il ne pouvait pas soutenir sa thèse. Et globalement, on a été là, on a un petit peu été au plus facile. Et puis, il y a même des cas où on a été encouragé par des pairs. Après plusieurs rejets, on s'est vu un peu comme ça désespéré. On s'est dit, bon écoute, t'en fais pas, il y a peut-être un peu moins d'impact, c'est peut-être un peu moins prestigieux, mais allons-y. Et je ne me suis pas senti assez solide pour refuser. Alors les conséquences maintenant, il y a des conséquences pour le chercheur, des conséquences pour l'équipe autour du chercheur, pour l'université ou l'institution qui vous emploie, et puis pour la société en général. Alors pour le chercheur, déjà il y a une atteinte à la réputation et à l'honneur, un discrédit sur l'ensemble des travaux que vous avez publiés, parce qu'à partir du moment où vous avez mis le doigt un jour dans l'engrenage, on va légitimement se demander si ce n'est pas depuis le début que vous faites ça, et puis à venir. Et si vous avez encore une partie, voire une grande partie de la carrière devant vous, ça va être quand même compliqué de ramer à contre-courant sur tout le reste du temps. Ça va être paradoxalement, alors qu'on pensait en publiant pouvoir accélérer sa carrière, mais un frein à la promotion de la carrière. Comme on l'a dit, on en cède les droits d'auteur et donc vous allez ne plus pouvoir, même si vous vous en rendez compte a posteriori, récupérer votre article, récupérer vos données pour essayer, si tant est qu'elles étaient réelles, mais publier ça dans quelque chose de beaucoup plus recommandable. Il y aura un défaut d'indexation en absence d'archivage. Vous perdrez le droit à publier dans des revues légitimes pour lesquelles vous serez banni. Vous allez prendre un tombereau de mails, de courriers, de gens, et puis avec les réseaux sociaux, ça va de pire en pire. Et donc vous allez avoir une exposition médiatique
qui est compliqué. Alors je vous donnerai un exemple que peut-être vous connaissez. Donc on a cité tout à l'heure effectivement le site Retraction Watch, je vous encourage vraiment à aller y faire un tour. Il y a un petit tableau d'honneur des plus grands fraudeurs. Alors il s'avère que sur les 2 premiers de la liste, c'est des anesthésistes réanimateurs, donc on est quand même aussi particulièrement exposé. Et donc je vais reprendre l'exemple de Joachim Boll, que vous connaissez peut-être. Hein. Il y a même eu un numéro du BMJ retraçant l'historique de la supercherie. Je vous verrai sur les diapositives, vous aurez le temps de lire ça à tête reposée, mais c'est assez évident. Après un papier publié en décembre 2009 dans Anesthesia Analgesia sur les hydroxyléthylamidon et l'albumine. Tout de suite, dans les semaines qu'on suivi, des lettres de gens qui s'étonnaient des résultats, qui s'étonnaient des petits intervalles de confiance autour, alors qu'on savait tous que les patients, quand on leur perfuse des fluides, ils ont une réponse qui est extrêmement... Voilà. Et en fait, en tirant sur la pelote, on débobine qu'en fait, tout ça est totalement inventé, que les données sont fausses, et puis on se dit, les travaux précédents, et d'autres éditeurs, d'autres journaux commencent à regarder ce qui avait été publié avant par Joachim Boll, qui est quelqu'un qui publiait énormément, et on aboutit en 2013 à finalement rétracter quasiment l'intégralité de sa production scientifique. Et puis surtout, encore plus grave, c'est que les méta-analyses qui avaient été réalisées en incluant ces travaux concluaient ou à une absence de supériorité ou à une supériorité des produits testés. Et quand on refait ces méta-analyses en retirant les papiers de Joachim Boll, on démontre une augmentation du risque de décès et d'insuffisance rénale quand on utilisait finalement les hydroxyléthylamidon. Et donc, en fait, ça faisait des années que, sans le savoir, nous tous, nous exponions les malades à des risques, et on l'a revu aussi avec l'hydroxychloroquine plus récemment, on expose les malades à des risques parce que des gens, un jour, ont dérapé, et voire maxi-dérapé, et ont mis le doigt dans l'engrenage de la publication non recommandée. Pour l'équipe de chercheurs, le problème c'est que quand vous êtes en côté de celui qui a fauté, ça jette aussi une réputation, un discrédit sur l'ensemble de l'équipe et donc des travaux publiés et à venir de l'ensemble de l'équipe. Une mésentente, bien évidemment, une brouille et des conflits dans votre équipe à l'hôpital ou dans votre équipe de recherche, une dégradation des évaluations de l'équipe, voire du laboratoire. Hein, c'est difficile de se remettre de ce genre de fraude et puis une exposition médiatique. Ce qui est la même chose pour l'université et l'institution. Et derrière, ça va être difficile de continuer à obtenir des financements publics et siéger. Et vous voyez, par exemple, dans l'exemple de Joachim Bolt au milieu ou du japonais qui était numéro 2 dans la liste de Retraction Watch, il y a une exposition médiatique. Vous avez la photo d'entrée de l'université qui apparaît dans les articles. Je pense que personne n'a envie et tout le monde se passerait bien de cette publicité-là. Et donc, c'est un problème. Et puis, il y a quand même aussi un vrai problème pour la société. Hein, la falsification de la science, la dilution, la contradiction des données, c'est un problème. Hein. Finalement, on finit par plus croire personne. Hein. Il y a finalement une perte de confiance et voire un climat sceptique. Et des fois, il n'y a pas besoin de pousser beaucoup. Et ça y participe. Une dégradation de la valeur de reviewing. Et ça, c'est quand même un vrai souci. On l'a vu à partir des exemples totalement absurdes qui ont été publiés en vous présentant comme reviewés. Une exposition des patients à des pratiques ou des traitements inefficaces, voire dangereux. On a pris l'exemple des hydroxyléthylamidon, dont on sait maintenant, et ils ont été retirés parce qu'on sait maintenant que c'était dangereux. L'hydroxychloroquine en est un autre. On sait maintenant que ça a augmenté la mortalité, notamment par troubles du rythme cardiaque au cours de la Covid. Et tout ça est donc un souci. Et puis le dernier, qui n'est peut-être pas des moindres, surtout dans le contexte actuel, c'est qu'on a financé tout ça. Et comme on a beaucoup publié, qu'on a un grand expert, on a refinancé tout ça et l'argent public a été détourné. On l'a dit, c'est une enveloppe fermée et peut-être qu'on aurait dû mettre l'argent ailleurs que dans les travaux de Joachim Bolt ou autres. Hein. Mais c'est un vrai souci aussi, alors que ça coûte très cher, de plus en plus cher, et qu'il y a de moins en moins d'argent pour financer tout ça. Alors comment on peut lutter ? Il y a un échelon individuel et un échelon collectif, et on finira par ça. La première, c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire, c'est de repérer, de nous inciter à ne pas publier dans ces revues, ne pas participer aux activités éditoriales. Hein. Les journaux cherchent tous des reviewers ou des éditeurs associés et les journaux recommandables, donc ne cédez pas parce qu'on vous a fait la cour à dire « Ah, vous allez être député éditeur dans ces choses-là ». Non, n'y allez pas et ne les citez pas. Marc a déjà parlé de la liste des revues considérées comme non prédatrices ou recommandées de la Conférence nationale des doyens. Elle est mise à jour plusieurs fois par an, donc servez-vous-en. Au niveau individuel, vous pouvez aussi utiliser les listes blanches et les listes noires d'autres revues, d'autres sites ou d'autres revues, comme ici vous avez Journalytics ou Cabell, qui vous aident aussi à publier. En cas de doute, pour savoir si la revue dans laquelle vous envisagez de publier, ça va repérer les éléments qui les rendent suspectes. Et vous avez ici une liste non exhaustive, hein, mais les noms de revues, le stylisme du site web qui est proche d'une revue de référence non suspecte, des frais qui sont peu clairs, abusifs, il n'y a pas de courriel de contact professionnel. On vous dit écrivez @gmail.com. Non, normalement, un éditeur, il a des adresses professionnelles. Le site est plein de fautes, les articles, bref, vous voyez, il y a tout un tas de choses quand même qui doivent attirer l'attention. Allez vérifier sur les sites officiels si le numéro ISSN ou les DOI ou si tout ça existe vraiment, parce qu'en fait, ils ne se privent pas pour l'afficher, mais en 2 clics, on a vérifié que c'est faux.
Sur les processus éditoriaux, il faut qu'on ait sur le site du journal comment c'est fait, comment on va être reviewé, et puis il faut qu'il y ait un editorial manager. On ne doit pas envoyer les articles directement dans la boîte mail. Il faut qu'on vous annonce quelle est la politique de lutte du journal contre le plagiat, est-ce qu'il y a eu du retrait, est-ce qu'il y a de la rétractation, est-ce qu'il y a une vérification de la conformité éthique, etc. Et donc tout ça, il faut le vérifier. Les délais courts, on en parlait tout à l'heure, entre le fait de recevoir et de publier. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui nous aident. S'il vous reste un doute, alors oui, ça c'est l'exemple que je voulais vous prendre. Vous voyez, ça c'était une sollicitation que moi j'ai reçue pour le World Journal of Medical Oncology. Je suis un grand oncologiste, c'est bien connu. Mais vous voyez qu'en fait ici, il y avait une tentative de se rapprocher d'un journal qui existe vraiment et qui est tout à fait recommandable, qui est le World Journal of Surgical Oncology. Alors que le World Journal of Medical Oncology, c'est quelque chose de totalement non recommandable. Alors, si vous avez un doute, il existe plusieurs possibilités pour vous aider. On a abordé un petit peu cette checklist tout à l'heure, Think, Check, Submit, qui est vraiment une checklist comme on a l'habitude au bloc opératoire ou dans d'autres procédures. Regardez, cochez les cases et vérifiez que vous avez bien tout mis. Et si vous avez coché toutes les cases, alors vous pouvez essayer de soumettre dans cette revue. Et puis, il y a un certain nombre de petits moteurs de recherche. Alors, ça prend du temps, il faut être honnête, mais au vu des risques qu'on a évoqués tout à l'heure, je pense qu'il faut, surtout quand on ne connaît pas bien les revues dans lesquelles on envoie les choses, prendre ce temps pour le faire. Ici, c'est quelque chose qui est le Compass to Publish mis à disposition par l'Université de Liège. Et mon journal, The World Journal of Medical Oncology, je l'ai passé dans le Compass to Publish. Et à la fin, ça me répond, vous voyez l'aiguille dans le rouge cramoisi, que tout ça, c'est une fausse revue et qu'on vous conseille fortement de l'éviter. Et c'est vrai que ça prend du temps. Ça m'a pris quasiment une demi-heure de répondre aux dizaines de questions qui sont mises. Et des fois, on ne sait pas, est-ce que ça fait partie des DAOJ? Bon, alors, il y a un petit lien pour aller vérifier en ligne, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais ça interroge vraiment. Faites-le au moins une fois, vous verrez. C'est assez informatif et ça change notre point de vue. À l'échelon collectif, et je ne détaillerai pas plus, il y a effectivement ce dont on a déjà parlé. Et juste pour conclure sur cet aspect-là, moi je dirais qu'effectivement, il y a deux choses. Il faut qu'on change les indices bibliométriques pour des choses plus qualitatives et qui évaluent tout le process, mais dans le même temps, il faut qu'au niveau collectif, au niveau des évaluations, des CNU, des ANR, des ce que vous voulez, on change aussi la carotte et la façon de le faire, parce que vous avez beau faire de l'information, vous avez beau revoir nuit et jour ce webinaire et être certain que c'est important l'intégrité scientifique, si systématiquement ce qui va compter dans votre évolution de carrière ou dans vos financements, c'est ce que vous avez publié, on ne s'en sortira pas. On a parlé de l'effet Cobra. L'homme étant l'homme, si on lui donne quelque chose de simple, il va y aller. Donc il faut qu'en même temps, on soit tous intègres et formés à ça, mais que dans le même temps, collectivement, on change la façon d'évaluer ces choses-là. Et donc le COARA, on espère que ça sortira et que ça bouchera effectivement sur quelque chose de pratique. Mais ce qui est sûr, c'est que probablement que ça sera beaucoup plus long et chronophage, parce qu'évaluer la recherche de façon qualitative, c'est toujours plus long que de faire de clics et de calculer un H-index. Donc, en conclusion, ces revues non recommandées nées dans la fin des années 2000 à la faveur du déploiement des revues en libre access et du principe d'auteur-payeur et du principe d'avancement-promotion selon les données bibliométriques quantitatives, c'est un vrai problème, c'est en pleine expansion. On peut essayer de retenir le chiffre qu'à ce jour, dans les revues du domaine médical, 1 sur 2 est une revue non recommandée. Seul un faisceau d'arguments permet d'identifier une revue franchement non recommandable ou douteuse, quand c'est franchement inventé, comme dans les exemples très concrets qu'on a pris. Et on prend des exemples très concrets pour vous marquer l'esprit, mais sachez qu'il y a cette zone grise, et donc là, il faut avoir le faisceau d'arguments, céder des checklists, céder des sites d'évaluation. C'est inacceptable comme pratique, c'est contraire à l'intégrité scientifique, et puis ne tombez pas dans ce piège de facilité. On a tous eu des données qu'on n'arrive pas à publier, où on se fait rejeter de partout. Pour autant, il ne faut pas céder à ça, vous allez vraiment vous en mordre les doigts pour toute la suite de la carrière si ça vous arrivait. Et donc, c'est vrai pour la publication, mais c'est aussi vrai pour les activités éditoriales dans ces revues. Et donc, ça sera dévastateur pour vous, mais aussi pour votre équipe de recherche, pour votre institution, pour la société, et puis pour la science avec un grand S, parce que ça ne nous fait pas tirer vers le haut tout ça. Je vous remercie. Merci beaucoup Marc. Est-ce que au RFE, ce critère-là est pris en compte dans les analyses des RFE? Parce qu'il y a quand même certains sujets sur lesquels on n'a pas beaucoup de données. Ah, mais bien sûr. Est-ce que les RFE de l'ASFAR sont indemnes de ces choses-là? La réponse, c'est bien évidemment non. C'est très difficile, on y est sensibilisé, on y est formé peut-être un peu plus que d'autres. Néanmoins, je reprends l'exemple des méta-analyses. Quand à l'instant T, on utilise des méta-analyses qui, en plus, quand on fait de la bibliographie et qu'on édicte des recommandations, quelle que soit la méthode que vous preniez, Grail ou une autre, et le niveau de preuve maximal apporté par la littérature, mais que dedans, les études sont inventées, améliorées, plagiées ou ce que vous voulez. Je reprends l'exemple des méta-analyses qui vous disaient allez-y, les hydroxyléthylamidons, c'est sûr.
Et en fait, quand on enlève les papiers de Joachim Boll, non, les hydroxyéthylamidons, ça tue plus de gens. C'est sûr qu'avant que le poteau rose éclate, on aurait fait des recommandations, on aurait conclu qu'à un niveau de preuve qu'on pouvait faire des hydroxyéthylamidons. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'ASFAR, dans notre discipline, le comité des référentiels, il est là pour un appui méthodologique aux experts, mais une bonne partie, pour ne pas dire la quasi-intégralité du travail, est fait par les experts. Et si on a beau essayer de les aider, les accompagner, de les former, les experts, ils changent à chaque recommandation. C'est des process qui durent 12, 18 mois, processus de recommandation, et puis on change et on reprend un nouveau sujet, on reprend un nouveau groupe. Et donc, les experts, alors ils le sont de plus en plus, on l'a dit, mais ils ne sont pas tous encore toujours formés à ça. Et donc, oui, aller déceler la fraude, c'est pas simple. Donc, on y est vigilant. Maintenant, de vous dire que c'est indemne, non, mais c'est pas possible, malheureusement. Alors, justement, Marc, tu étais ancien président du CRC. Docteur Locher, vous êtes à la commission de transparence, donc vous êtes aussi amené, après l'AMM, à décider le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu. De quels outils vous disposez pour vérifier la véracité, la fiabilité des données, pour donner une réponse favorable à la diffusion de ce médicament qui parfois a des effets qu'on peut, ou des conduites d'essai qui sont parfois contestables. De quels outils vous disposez en interne ? Alors, c'est une question difficile déjà parce que l'évaluation du Health Technology Assessment, c'est-à-dire de l'accès au remboursement, ça se fait en post-AMM. Et finalement, je pense que ces outils-là qui vont vérifier le risque de falsification de données, il est plutôt pris en compte par l'EMA, par l'Agence du médicament européenne. En tout cas, quand on évalue un essai clinique qui demande, pour lequel l'indication sollicite un accès au remboursement, je me suis rarement retrouvée dans la situation de me dire que les données étaient susceptibles d'être falsifiées, mais vraiment inventées de toutes pièces. Il y a des risques de biais qu'on va pouvoir identifier, mais là, c'est les outils classiques. Voilà. Oui. Juste pour abonder dans ce que vient de dire Clara, moi, je suis très vieux, donc j'ai connu Joachim Boll et j'ai même failli travailler avec lui. Les seules études qui n'ont pas été rétractées sont celles qui étaient monitorées par l'industrie pharmaceutique parce qu'il y avait un vrai monitorage. Donc souvent, et moi j'ai travaillé aussi à l'Agence du médicament en amont de l'AMM, les études monitorées par l'industrie sont beaucoup moins falsifiables que des études académiques, malheureusement pour les académiques. Il y a des audits qui sont mis en place, qui sont susceptibles de leur tomber dessus, qui font qu'ils vont vraiment s'arranger pour que ça se passe du mieux possible. Mais... Et puis peut-être parce qu'eux sont plus au courant aussi des risques encourus. Mais bien sûr, à céder à la sirène de vendre un peu plus maintenant, il y a un risque d'effondrement, de dévalorisation boursière ou autre quand ça éclate. Et du coup, peut-être qu'ils jouent un peu moins au risque. Mais après, moi, je trouve qu'il manque, en tout cas, moi, je ne suis pas au courant de ce genre de choses, c'est que un peu comme une espèce de phase 4 pour la recherche. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez montré que grâce à votre médicament, grâce à votre intervention, vous arrivez à réduire l'incidence de votre critère de jugement ou améliorer les choses à tant de pourcents sur 200, 300, 1000 malades, qui va vérifier sur les 100 000 premiers traités que l'incidence est vraiment celle que vous avez rapportée. Voilà, parce que ça change tout en fait. C'est-à-dire que voilà. Est-ce que vraiment c'est aussi beau que ce qui est montré dans les études, mais sauf que c'est aussi extrêmement coûteux. Et il n'y a pas cet effet aussi découvreur, on a planté un drapeau, c'est simplement de vérifier les données sur des cohortes de vraie vie. C'est même plus que les vérifier parce qu'on n'est plus sur la même population en fait. Donc c'est s'assurer de la généralisabilité des résultats et ce qu'on a vu dans un cadre contraint et maîtrisé de l'essai clinique, est-ce que vraiment on a des certitudes c'est encore presque une autre question. Mais oui, effectivement, pour l'instant, on n'a pas les moyens. On peut les avoir avec des outils comme le SNDS qui peuvent apporter quelques éléments de réponse, mais finalement, c'est des bases de données qui ne sont pas construites pour ça, qui ont énormément de limites et sur lesquelles on n'est pas forcément en capacité de répondre à toutes ces questions. Je vous pose cette question parce qu'il y avait eu une affaire qui avait défrayé la chronique sur les coccides il y a une vingtaine d'années, où les effets secondaires étaient manifestement sous-déclarés, notamment les effets secondaires à visée cardiovasculaire, étaient présentés uniquement les effets bénéfiques pour lesquels l'industriel revendiquait l'indication, et qu'en fait, sur l'évaluation des dossiers, il y avait des données qui n'étaient pas connues, pas disponibles, montrant des effets secondaires cardiovasculaires majeurs. Voilà, c'est pour ça que je me permettais de poser cette question. Sans doute qu'on a fait des progrès et c'est tant mieux, mais là vous êtes sur un stade, là on parlait de la recherche,
de l'évaluation de la recherche. Mais là aussi, et Marc parlait des conséquences pour la société, c'est éventuellement d'aller au bout du process de médicaments qui certes ont un effet pharmacologique démontré, mais par contre des effets secondaires qui sont parfois tendance à être sous-estimés, alors qu'ils sont connus au moment de la réalisation de l'essai clinique. Mais probablement que tout ça a changé aujourd'hui. L'essai clinique est quand même souvent en difficulté pour mettre en évidence un profil de sécurité parce qu'on a un nombre de patients qui est contraint et que voir un effet qui est rare, qui est sur un patient sur 1000, on sait déjà qu'un essai va avoir vraiment du mal à identifier spécifiquement cet effet indésirable. Je dirais que la différence, là on sort un tout petit peu du cadre, mais je pense qu'il faut avoir conscience qu'un article d'un essai clinique, c'est un résumé très court de seulement une dizaine de pages. Quand, en tant qu'évaluateur, on a accès au dossier complet, on a accès à ce qu'on appelle le Clinical Study Report, qui, pour des raisons que j'ignore, n'est pas encore partagé. Il y a l'Union européenne qui avait essayé de mettre en place un partage automatique des Clinical Study Reports, de manière à ce qu'on ait accès à l'ensemble des données. Et là, c'est des rapports qui font entre 200 et parfois 15 000 pages et qui sont censés être absolument complets et où on va retrouver tout. Voilà. Donc nous, on a accès à ces données-là et je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas plus disponibles. Pour revenir à ce que vous avez dit. Oui, voilà, la nécessité de les partager, parce qu'encore une fois, ça permet de vérifier de manière beaucoup plus complète certaines données, certaines interrogations. La façon dont est géré, par exemple, les amendements, c'est quelque chose dont on ne discute absolument pas dans les protocoles, alors qu'on sait très bien que si on modifie la conduite de l'étude en cours d'étude, on a un risque de biaiser le résultat. Et l'article, il faut quand même avoir en tête que il y a déjà quelque chose de marketing en fait dans la présentation des résultats. On doit réussir en 10 pages à résumer ce qui normalement se fait sur... si vous faites la somme des documents, un protocole c'est 100 pages, un plan d'analyse stat c'est 100 pages également, le rapport d'étude c'est plusieurs milliers. Et en 10 pages, vous devez avoir la synthèse de toute la vie de l'étude et des résultats. Forcément, il y a un choix et ce choix, il n'est pas forcément neutre. Le moment est venu de conclure, Aurélie. Tout d'abord, je tenais à remercier très sincèrement nos orateurs qui nous ont permis de continuer de progresser. Je le disais en introduction, c'est d'essayer de remettre la science et la recherche sur ses rails, d'être patient. Vous avez cité les mots de sensibilisation, de formation, de diversifier les outils d'évaluation pour nos enseignants-chercheurs. C'est ce que nous essayons de faire au niveau des CNU. On n'en a pas parlé, mais il y a évidemment d'autres compétences sur la pédagogie, sur le savoir-être, sur la conduite d'équipe, sur le savoir-être relationnel. De respecter le sens de la démarche scientifique. Donc c'est le sens que l'on peut poser à la recherche. Et donc, encore une fois, c'est une petite pierre à l'édifice. Et je remercie tous les membres de la sous-section du CNU, sous le pilotage d'Aurélie Gouel, d'avoir organisé ce webinaire. Merci à l'ASFAR qui nous a accueillis dans ses studios et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci.